tumbalo alla na wan futa waliabe Geri lele yo geri susa hay goto so mi yehi futa mami ya podor lawudemba Aisa tatal kogidam baba man kogidam so mi yehi futa tumbalo demba ja kogidam ala dingai kogidam Mariam Billo Bokarka ala nawam futa Geri lele yo geri susa hay goto jamna wale jare jamule Seydou Khalidou Kogidam Cheikh Amidou Kane ko baba Geri lele yo geri lele yo geri lele yo geri handa hay goto geri susa hay goto Bonsoir, chers auditeurs de la radio communautaire Podor 90.7 FM. Nous recevons ce soir sur ce plateau, dans notre rubrique Invité du jour, un professeur titulaire, linguiste et grammairien à l'UCAD de Dakar et président aussi de l'ADEPO. Ce professeur est licencié de lettres modernes en 1982. Il a aussi un certificat de spécialité de grammaire en 1982, titulaire de la maîtrise de linguistique française en 1983 et aussi un certificat de spécialité linguistique appliquée en 1983, DEA linguistique française en 1984 dans une université de province en France, licence de sciences de l'éducation en 1985 dans cette même université de Provence, docteur de 3e cycle en 1986, université de province. Il a aussi fait un parcours professionnel. De 1988 à 1989, il est assistant associé à l'université Paul Valéry à Montpellier 3. En 1995, maître de conférence à l'UCAD de Saint-Louis. C'est un professeur aussi qui a fait des recherches très importantes dans le domaine de l'analyse syntaxique, la ponctuation, la phrase nominale dans la presse écrite contemporaine. Il a fait aussi des études et analyses critiques d'ouvrages de grammaire destinés à l'enseignement en Afrique et aussi sur l'élève africain face à l'école française, aux problématiques de l'enseignement en français à des enfants africains dont il avait pris un cas, le cas du Sénégal. Il a fait aussi des recherches sur la psycholinguistique, sociolinguistique, pragmatique, linguistique et enseignement didactique du français, sur aussi la pédagogie, le langage et la communication, entre autres. Il a été aussi membre du comité scientifique de la francophonie, du 15e sommet de la francophonie. Ce comité scientifique était chargé d'élaborer le contenu du sommet, dont les membres étaient désignés par un arrêté présidentiel. Donc, ce sont des personnalités qui étaient choisies par leurs compétences. Je veux nommer Moussa Daf. Bonsoir. Bonsoir.
Merci pour cette invitation. Et le CV que vous venez de lire montre très nettement que le virtuel a parfaitement bien joué son rôle. Qu'aujourd'hui, que toutes les personnes ou toutes les personnalités du monde, on peut, en interrogeant l'ordinateur, retrouver des éléments de leur biographie et de leur bibliographie. Et ce que vous avez retracé correspond parfaitement bien au modeste parcours que j'ai eu à faire d'instituteur de l'école de Djamal à professeur des universités de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà le modeste parcours que vous venez de décrire et qui correspond au mien. Et merci donc de me recevoir dans cette antenne 90.7 FM, radio communautaire de Podor. Merci de me permettre d'être aussi membre de la voix de la communauté. Merci, M. Daf. Je rappelle que vous êtes professeur. Je vais répondre à cette question, mais auparavant, je vous dirai tout ce qui concerne Samba Ndiaye à Podor. Je me rendrai disponible pour participer à cela. Merci. Parce que c'est mon homo, et quand on dit homo, c'est un homologue. Merci. Il est parti, mais nous sommes là. D'accord. Vous parlez de l'université virtuelle de Podor. Mais l'université virtuelle au Sénégal. Le monde a beaucoup évolué. L'enseignement présentiel était jusque-là la règle d'or. Un enseignant présent, des élèves sur le même espace, l'un regardant l'autre. Mais aujourd'hui, une évolution notable a été faite, qu'on a la possibilité d'être partout dans le monde et d'être entendu et vu ailleurs. Le miracle de la télévision est là. Mais en dehors de la télévision, les multimédias ont réalisé des prouesses qui permettent à une personne partout où il est de pouvoir dire son cours et avoir immédiatement la réactivité nécessaire comme si l'un était à côté de l'autre. C'est vrai, c'est une nouveauté. Nous n'étions pas souvent habitués à cela. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas retenir le développement. Et que de plus en plus et dans les années à venir, tout se fera par les multimédias. Et qu'on apprendra à apprendre avec ces différents éléments. Aujourd'hui, un professeur qui est aux États-Unis peut parfaitement bien faire cours à Podor, c'est-à-dire que les élèves de Podor peuvent prendre le même cours que ceux qui sont aux États-Unis et présents et en face du professeur. Ils reçoivent exactement les mêmes cours et ont les mêmes réactions autour des questions qu'ils peuvent poser. Et la réponse est immédiate, c'est l'instantanéité des choses, au point qu'ils peuvent avoir les mêmes évaluations et obtenir à la fin les mêmes diplômes, la même valeur, parce qu'ils ont ensemble la même connaissance. La seule chose qui change, c'est qu'ils n'ont pas toujours le professeur en face d'eux, physiquement parlant. Mais avec les multimédias, ils voient le professeur, ils peuvent parler avec le professeur. Parfois même, ils peuvent ne pas voir le professeur parce qu'il y a d'autres modalités. Ils travaillent sur leurs ordinateurs, posent des questions au professeur. Le professeur répond immédiatement à ces questions, font leur devoir qu'ils donnent au professeur et le professeur corrige immédiatement les devoirs. Et il y a des possibilités qu'entre eux, étudiants, qu'ils puissent aussi échanger. Donc, il y a une palette de possibilités qui leur seront données et que le futur de toutes les universités, ce ne sera pas du présentiel, c'est une partie présentielle et une grosse partie qui sera effectuée par la distance. C'est ce qu'on appelle la formation à distance. Et aujourd'hui, par ce biais, on peut former plusieurs cadres sans qu'ils aient besoin de se déplacer pour aller ailleurs. C'est l'universalité du savoir. Merci professeur, vous avez presque empiété sur la troisième question, mais c'est-à-dire on l'avait posée parce qu'à la télé, au niveau de la télé TFM,
on avait vu un parent de Dakar se lamenter parce que son fils est orienté au niveau de l'université virtuelle de Podor. Presque il fustigeait et disait que son fils était toujours meilleur de la classe, mais il est affecté, il est orienté au niveau de cette université virtuelle. Quelle est la différence entre l'UEVS et les autres universités du Sénégal pour vraiment tranquilliser ces parents qui n'ont pas confiance à cette université et qui ne veulent pas que leurs enfants s'inscrivent ici? Mais je crois que le parent a donné lui-même la raison fondamentale. Si son fils fait partie des meilleurs et qu'on les choisit pour faire de la formation par le biais du virtuel, c'est qu'on voudrait que son fils soit le meilleur dans ce qui est demandé par la science de l'époque, par la science du temps, et que son fils soit immédiatement un produit du 21e siècle qui prépare le 22e siècle. Cela est très important. Si son fils était resté dans les canaux traditionnels de formation, il sera rattrapé et sera obligé à un moment donné de se remettre dans cette formation. Tôt ou tard, tous se mettront dans la formation du virtuel. Car on sait, avec l'augmentation de la population scolaire, l'augmentation de la population estudiantine, l'on ne peut plus nous permettre d'avoir tout le monde dans des amphis de 5 000 ou de 6 000 places. Parce qu'un amphi de 6 000 places, si on dit qu'on peut faire un enseignement de qualité, on se trompe. La voix, malgré les micros, malgré tout ce qu'on puisse faire, pourra poser un certain nombre de difficultés. Alors que si chacun, avec son rythme, avec sa formation, suivi par un groupe de professeurs, je crois qu'à la fin, il réalisera le meilleur scolaire, surtout qu'aujourd'hui, on a, non pas seulement par ce biais, mais il y a des MOOC où on peut faire des formations de masse. Et que n'importe quel professionnel aujourd'hui qui voudrait améliorer sa compétence, il peut s'inscrire dans la formation à distance, dans les produits virtuels. Le savoir du monde est aujourd'hui dans les ordinateurs, est disponible pour qui veut aller les chercher. Nous voulons avoir au Sénégal aussi des enfants aptes à préparer le 21e siècle. Pas plus ce que disait Senghor. En 1970 déjà, Senghor, lors d'un discours de distribution des prix répondant au professeur Abdelkader Fall, qui était en ce moment proviseur du lycée Ahmed Fall, disait ceci: nous devons préparer nos enfants à répondre au rendez-vous du donner et du recevoir, et pour cela, ils doivent forcément être outillés en répondant aux besoins du millénaire, en travaillant sur 2 leviers importants. Le premier levier, ce sont les mathématiques. Le deuxième levier, c'était la linguistique. Parce que l'un permet de concevoir le savoir, et c'est parce que la linguistique s'est développée que tous ces ordinateurs ont pu posséder ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence cognitive virtuelle, leur permettant de travailler. Et les mathématiques aident à la conceptualisation et à la réflexion. Et il disait à cette époque, le monde multimédia va très vite nous rattraper si nous ne nous présentions pas à temps. Donc, nous avons été rattrapés par cela. Et aujourd'hui, le virtuel est incontournable dans n'importe quelle université du monde. De plus en plus, les grandes universités donnent une partie en présentiel et une partie en distance. Et d'autres préfèrent donner le tout en distance, mais les diplômes sont à peu près les mêmes. Merci professeur. Chers auditeurs de la radio communautaire 90.7 FM, nous recevons ce soir sur ce plateau Moussa Daf, professeur titulaire linguistique et grammairien à l'UCAD et président aussi de l'ADEPO. Mais le diplôme de l'UVS est-il reconnu au niveau du CAMES? Si le diplôme de l'UVS n'était pas reconnu au niveau du CAMES, toutes les universités membres du CAMES ne l'auraient pas adopté. Donc, vous m'excusez, on a posé cette question parce que je pose cette question parce que au départ, lorsque on avait ouvert l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les gens disaient que cette université, on ne reconnaît pas ce diplôme et tout. Et puis il y avait des problèmes, c'est après qu'on a su que ces diplômes sont reconnus. Et on a reconnu aussi que c'est une des meilleures universités. Je crois que les gens se trompent et vont très vite en besogne. À chaque fois qu'il y a une innovation, Ouais. des résistances se font jour.
parce qu'on a toujours peur d'aller vers l'inconnu. Mais l'université Gaston Berger dont vous parlez, c'est Senghor qui l'avait pensé. Et lorsque Senghor avait pensé l'université Gaston Berger, c'était pour accueillir la faculté de lettres et la faculté de droit pour désengorger Dakar, ce n'était pas pour en faire une deuxième université. Mais on a ouvert l'université Gaston Berger au moment où les multimédias sont également en place. C'est pour cela que l'université a pris un départ beaucoup plus facile que l'université de Dakar qui continue encore à subir le poids de son âge et de ses pratiques. C'est pour cela, aujourd'hui, l'université Gaston Berger s'est présentée comme une université d'excellence. Mais toutes les universités publiques ou privées reconnues par le CAMES, les diplômes sont également reconnus par le CAMES. D'accord, merci professeur. Parce qu'il y a une accréditation. C'est le CAMES qui donne son accréditation pour dire que ces diplômes sont valables et reconnus et peuvent être interchangés. D'accord. Merci, professeur. L'université de Podor, l'IVS, est très loin de Dakar. Mais quelle est la formule adoptée pour accompagner localement ces étudiants? Mais les formules sont multiples. La première des choses, c'est d'abord que ces enfants, ces nouveaux étudiants du 21e siècle qui préparent le 22e siècle, apprennent à leur rythme, mais à partir de l'ordinateur. Et derrière l'ordinateur, il y a quelqu'un qui pense, qui produit, qui donne des choses. Et c'est beaucoup plus exigeant. Parce que quand on est simplement en face des étudiants et on parle, les étudiants prennent note et les paroles s'envolent. Mais quand on doit écrire et donner des éléments, là, on est obligé d'être dans la précision, dans la concision, pour que l'apprenant puisse comprendre. Et quand l'apprenant pose ces questions, il obtient immédiatement une réponse individuelle. Donc le futur de toute formation repose sur le virtuel. Vous savez, il fut un temps où on disait la télévision, c'est pas possible. Comment peut-on avoir une boîte où on a des images, on ne voit pas de fil par-ci, on ne voit pas de fil par-là? Regardez par rapport à la première téléphonie, où en Pulaar on disait Ogol Tubaku. Maintenant on peut téléphoner sans obtenir de fil. Comment ça se fait? C'est que le monde a évolué. La technologie a évolué et l'éducation doit s'adapter à cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas concevoir un étudiant qui ne cherche pas à manipuler un ordinateur. Cela n'existe pas d'ailleurs, parce que l'étudiant ou l'élève même, avec son portable, il sait faire des choses. Et cette ingéniosité, il faudrait cultiver cela. Et on peut former des ingénieurs à partir du virtuel. Et c'est 1000 fois plus instructif, parce qu'avec le virtuel, on a une image correcte de ce qu'on veut montrer. Et élément par élément. Dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait? On était obligé de dessiner l'élément ou d'avoir une pâle photocopie de l'élément. Mais on a un élément, on peut grossir sur cet endroit, rétrécir sur cet endroit. Donc on a plus de possibilités d'entrer dans la logique de la chose pour la décomposer et s'en approprier pour en faire un savoir d'abord et ensuite un savoir-faire. On pourra l'intégrer dans notre comportement de métier d'étudiant pour pouvoir apprendre autre chose. Donc, le virtuel, c'est une exigence du 21e siècle et une exigence, je dis bien, mondiale. Merci, professeur. Vous êtes membre du comité scientifique qui était chargé d'élaborer le contenu du sommet de la francophonie, le 15e sommet de la francophonie. La langue, elle est très importante pour une communauté. C'est-à-dire pour les langues codifiées, peuvent-elles impacter sur le développement du Sénégal? Peut-on dire que à partir de la langue, on peut développer un pays? Je crois qu'on peut développer un pays à partir de n'importe quelle langue. Mais pour cela, il faut en faire des langues de développement. J'ai été membre du comité scientifique, vous
vous l'avez rappelé, et j'ai eu en charge l'organisation d'un colloque. Ce que vous avez oublié de dire, que j'étais aussi le président du comité de suivi des OING francophones. D'accord, merci. Et à ce titre, j'ai été souvent présent à toutes les réunions qui se font à Paris, à l'Organisation internationale de la francophonie, où des questions de ce type se discutent. La question des langues nationales a été abordée avec beaucoup de précision lors de la grande rencontre de Libreville sur les états généraux de l'enseignement et de la formation, l'éducation et de la formation. Et à partir de ce moment, il a été dit que les langues nationales doivent devenir des langues d'enseignement, doivent devenir des langues de développement. Nous le savons, l'alphabétisation, c'est déjà du développement. Parce que quand on parle d'alphabétisation,